l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Éric Roser. Bonjour Charlotte Maistre. Alors, nous le disions, une deuxième rentrée de l'année. En quelque sorte, tous les élèves reprennent le chemin des cours aujourd'hui. Un retour à la normale, c'est en tout cas comme ça qu'il est présenté. Quelle organisation tout de même pour cette deuxième rentrée ? Alors c'est un retour à la normale, mais avec des conditions très particulières, des exigences sanitaires et des enjeux pédagogiques du fait de la période de confinement. Alors exigences sanitaires, bien entendu, de faire en sorte que les gestes d'hygiène et de précaution soient installés, pratiquer. Donc ça suppose d'organiser les établissements scolaires en conséquence. Ça a supposé de les équiper. Toutes les collectivités se sont employées à renforcer les équipements, notamment les points d'eau, de sorte que les élèves puissent à différents moments de la journée se laver les mains. On le sait, c'est le premier des gestes de précaution. Et ensuite, les établissements aussi ont réfléchi au flux, aux circulations à l'intérieur de l'établissement pour limiter les contacts, pour éviter les attroupements. Donc voilà, ça c'est un premier élément qui a donc supposé de faire en quelque sorte une nouvelle rentrée. Vous avez raison. Et pour ce qui est des enjeux pédagogiques, quels sont-ils ? Les enjeux pédagogiques, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est de faire en sorte que les élèves qui ont été dans un apprentissage à la maison retrouvent le cheminement d'apprentissage collectif et donc qu'on puisse être en mesure, en capacité de répondre à leurs besoins. Ça a été hétérogène d'un élève à l'autre, selon qu'il était ou pas connecté à l'Internet. Donc tout cela, il faut en prendre la mesure et il faut évaluer les besoins et y répondre. Le deuxième enjeu pédagogique, c'est le raccrochage scolaire. On l'a vu dans la période des 15 jours de reprise, que ce soit en province des îles et en province sud. Les élèves de la voie professionnelle ne sont pas tous revenus. Alors pour des raisons diverses, les transports n'étaient pas encore mis en route. Et on le sait, dans la voie professionnelle, les lycées de Nouméa et du Grand Nouméa recrutent très largement sur la Nouvelle-Calédonie. Mais il y avait un taux d'absence de ces élèves qu'il convient maintenant de faire revenir à l'école. Parce que pendant la période de confinement, ils ont eu plutôt des enseignements généraux, alors que l'enjeu maintenant, c'est de leur ouvrir les ateliers pour que les enseignements pratiques, effectivement, leur soient accessibles. Vous parliez des transports qui pourraient poser problème, notamment pour les élèves du secteur professionnel. Les liaisons du rail ne reprendront que mercredi. Est-ce qu'il est possible que la direction de l'enseignement puisse affréter des bus spéciaux pour ramener les élèves qui sont ailleurs en Nouvelle-Calédonie, qui ne seraient pas internes, mais qui doivent revenir pour prendre des cours ? Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse à votre question parce que ce n'est pas la compétence de l'organisation que je dirige. Mais ça pourrait être envisageable selon vous ? Il faudra qu'on prenne acte en tout cas et que l'on modifie les emplois du temps en conséquence. C'est ce qu'ont commencé déjà à faire les chefs d'établissement, notamment lors de la reprise à effectifs réduits, c'est de privilégier l'accès et les travaux dans les ateliers. Pour ce qui est des consignes, notamment les consignes sanitaires, on parle de recommandations, de lignes directrices, plutôt que de consignes communes à tous les établissements. Pourquoi avoir choisi cette option ? Je dirais que deux choses. Premièrement, l'état sanitaire de la Nouvelle-Calédonie est singulier par rapport à l'état sanitaire d'autres pays qui nous entourent. Néanmoins, la pandémie, elle est là. Elle est bien là. Donc, l'enjeu principal des établissements scolaires, c'est de veiller à des conditions de sécurité sanitaire, mais surtout de remplir leur mission éducative. À savoir faire comprendre pourquoi ces gestes sanitaires, pourquoi se laver les mains, de bien identifier que c'est par les mains et par les contacts, des mains portées notamment au visage ou à la bouche que le virus circule. Donc d'en bien en comprendre le sens, de les pratiquer, d'être attentif à ce qu'il y ait pas de contact entre les personnes, donc de modifier les enseignements en conséquence. Les cours d'éducation physique et sportive, par exemple, vont faire l'objet d'aménagements. Je dirais que donc des recommandations pour que l'école joue pleinement son rôle de lieu d'éducation, afin que les élèves qui pratiquent et comprennent le sens des gestes barrières à l'école, les pratiquent aussi hors l'école, voire
éduquent les adultes qui les entourent. Et pourquoi, avec des consignes communes à tous les établissements, on n'aurait pas eu le même résultat selon vous ? Plutôt que des recommandations. Parce que, en fait, certains parents disent, oui, mais dans telle école, ça ne se passe pas comme dans la mienne. Et donc, du coup, quelle est la meilleure méthode ? Ils n'obligent pas forcément le même circuit sanitaire pour se laver les mains. Donc, quelque chose de commun où tout le monde fait comme ça aurait peut-être permis de rassurer les parents et d'avoir une homogénéité. Alors justement, les consignes, les recommandations sont posées. Les architectures, en revanche, sont différentes. Les trajectoires d'accès aux établissements ne sont pas les mêmes. Donc d'un établissement qui dépend du transport scolaire, un établissement qui n'en dépend pas, un établissement qui a 3 portails d'accès, un établissement qui n'en a qu'un seul, eh bien, réfléchir aux circulations ne donne pas les mêmes solutions. Dans certains cas, il faut modifier les horaires d'accès. Dans d'autres cas, il faut modifier les lieux d'accès. Vous voyez, donc les solutions peuvent être et sont obligatoirement différentes parce que l'architecture des bâtiments est différente. Et aussi parce qu'on c'est pas la même chose avec un petit de maternelle qu'avec un grand de lycée. Alors en plus. À 7h07, l'invité de la matinale ce matin, nous sommes avec Éric Roser, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Éric Roser, vous parliez des changements d'emploi du temps. Est-ce que ça veut dire que les journées risquent d'être allongées sur le long terme, où on devrait commencer l'école plus tôt ou la finir plus tard pour permettre justement les récréations distanciées, les allongements de temps de cantine et tout ça ? À ce stade, il faut voir. La semaine dernière, on a repris à demi-capacité. Les opérations organisées de lavage des mains ont empiété en partie sur le temps d'enseignement, sur la première heure de cours. Il y a eu pour certains établissements des modifications de la plage d'accès à la demi-pension. Donc là, nous reprenons avec des organisations semblables. Dans les 15 jours à venir, les établissements tireront les leçons en quelque sorte de leur organisation pour voir s'ils doivent et s'ils peuvent modifier légèrement les horaires d'entrée, de sortie. Tout cela dépend d'un environnement très complexe avec les transports scolaires, avec les organisations des familles, etc. Et si l'allongement sur la journée n'est pas possible, est-ce que ça voudrait dire que l'année scolaire, elle, pourrait être impactée et que du coup, il faudrait plus de jours parce que ça va impacter les enseignements ? Aujourd'hui, on fixe toujours le cap d'une organisation des examens en fin d'année tel que prévu actuellement. On renforcera l'apprentissage, notamment pour les classes d'examen, en organisant des sessions de révision, notamment aux vacances d'octobre, pour conforter en quelque sorte la préparation des élèves qui vont subir leurs examens au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Voilà à peu près pour le moment le cap qu'on se fixe. J'ai demandé également, et nous y travaillons, et c'est en cours de finalisation, à ce que l'on ajuste les programmes pour soulager un peu la pression et que les enseignants et les élèves ne soient pas en train de courir après le programme, mais réalisent des apprentissages qui développent les compétences utiles pour être prêts le jour de l'examen. On parlait de la province Nord qui, elle, reprend sans phase d'adaptation. Mais globalement, c'est toute la Nouvelle-Calédonie qui a eu 7 semaines sans vraiment de cours communs à tous les élèves, hormis 2 semaines de vacances scolaires, bien sûr. Ça fait un sacré trou, 5 semaines sans cours. En province Nord, on parle de cours pendant les vacances, pas seulement pour des révisions. Est-ce que c'est envisagé réellement ? Et si oui, est-ce que c'est aussi envisagé dans les autres provinces ? Alors, ce ne sont pas tout de même 5 semaines sans enseignement. Non, mais c'est pas la même chose. On peut pas forcément avoir le même avancement, vu qu'on disait aux parents, vous n'êtes pas là pour remplacer les enseignants, et le but, c'est de pas perdre le fil. Donc, c'est pas la même chose que d'avancer sur le programme au rythme normal. Indéniablement, ça n'est pas la même chose. Pour autant, je peux saluer parce qu'on a eu des initiatives de grande qualité de la part des enseignants qui ont utilisé toutes les ressources qui étaient à leur disposition pour rester en contact avec les élèves. Je pense que vous avez fait l'écho de plusieurs reportages où on voit des enseignants qui téléphonaient à des élèves pour justement voir à quel était le degré de progression dans le travail qu'ils leur avaient donné. Donc non, il y a eu du travail pendant ces 5 semaines. Il a été hétérogène et l'enjeu pour nous, effectivement, c'est dans les semaines à venir de compenser en quelque sorte cette hétérogénéité. Après, on appréciera la situation
conclusion, le calendrier scolaire n'est pas à ce stade prévu en modification. Nous allons tout de suite accueillir Canis. Bonjour Canis. Bonjour. Vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, voilà, je voudrais savoir par rapport au... bonjour monsieur le vice-recteur, simplement par rapport aux vacances scolaires, est-ce qu'ils seront touchés, est-ce qu'ils seront modifiés ou bien ça reste comme prévu dans le calendrier? Merci beaucoup pour votre question. Éric Roser, c'est un peu la question qu'on posait à l'instant. Est-ce qu'il va y avoir une modification du calendrier scolaire à ce stade? Alors, à ce stade, il n'est pas prévu de modification du calendrier scolaire. Il est prévu, et nous nous y employons, de faire ouvrir les établissements pour les classes d'examen et pour des révisions aux vacances d'octobre et peut-être aux vacances d'août. Et si on voit pendant ces premières semaines de rentrée à la normale qu'il y a un vrai retard, est-ce que c'est une solution envisagée? Alors c'est une solution qui sera forcément examinée comme toutes les solutions. Vous savez, quand on est dans une situation de crise, quand on est dans une situation où le contexte est fluctuant, où le contexte a été perturbé, à nous, les cadres en charge de l'éducation, de regarder tous les leviers qui sont accessibles pour garder une qualité d'enseignement la plus ajustée aux contraintes que l'on rencontre. Alors il y a d'autres leviers, on peut renforcer l'accompagnement personnalisé, on peut renforcer et bénéficier d'ailleurs des acquis que l'on a eus maintenant sur la façon de téléguider l'enseignement à distance, donc de mieux encadrer l'enseignement et le travail à la maison. Vous voyez, on a un certain nombre de leviers, à nous de les actionner en fonction de ce que l'on observera et toujours avec cette volonté de donner la meilleure qualité d'enseignement au cours de cette année scolaire qui est perturbée, ça c'est indéniable. Isabelle Chamorro disait qu'à partir d'aujourd'hui, les règles d'absentéisme reprennent leur cours normal, c'est-à-dire que les enfants sont attendus et qu'il pourrait y avoir des conséquences si les enfants ne revenaient pas à l'école. Quelles seraient ces conséquences en cas d'absence des enfants ce matin ou dans les semaines qui viennent? Alors, il faut un message clair, si vous voulez. L'école, toutes les conditions permettent une reprise normale de l'école et les élèves sont donc attendus à l'école. Vous savez, on a observé pendant la période des 15 jours à venir qu'il y avait certes des absences d'élèves qui étaient motivés parce que les familles étaient encore un peu impressionnées et ne souhaitaient pas, ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école. On a aussi observé, parce qu'on a fait un relevé jour par jour, que le vendredi, on a eu tout de même des absences très opportunistes. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut un message clair. L'école est un lieu dans lequel on apprend le mieux, dans lequel les apprentissages se réalisent dans les meilleures conditions. Et je crois qu'il faut lui donner tout son sens et rappeler en quelque sorte cette priorité. On parle bien du vendredi de la première semaine, parce que vendredi dernier, c'était férié. De toute façon, il n'y avait pas école. Alors oui, c'est ça, c'est le dernier jour de la semaine. C'était le jeudi dans une et le vendredi dans l'autre. Et quelles seraient les mesures pour les enfants dont les parents refusent toujours de les envoyer à l'école? Il va s'installer une phase de dialogue. Si vous voulez, tous les établissements réfléchissent et mettent en place des cellules d'études et de vigilance pour tous les élèves qui ne reviendront pas. De toute façon, dès qu'un élève est absent, il y a toujours un contact avec la famille et il y a toujours un travail qui est destiné finalement à l'intérêt de l'élève. Pour ce qui est du port du masque en établissement scolaire, il n'est pas obligatoire, alors qu'il est obligatoire dans les transports, notamment les transports scolaires. Quelle est la cohérence à ce niveau-là quand un élève est obligé de mettre un masque pour voyager avec des gens qui sont parfois dans sa classe, où là, il n'y aura pas de masque? Alors, plusieurs choses. Déjà, l'école est un lieu organisé dans lequel tous les individus qui fréquentent l'enceinte de l'établissement sont identifiables nominativement. Alors, à supposer, ce qui n'est pas le cas, qu'il y ait à un moment donné un risque, la chaîne de contact peut être remontée tout simplement parce qu'on a la liste des personnes susceptiblement en contact avec un cas suspecté. Ça, c'est la première différence. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence avec les transports publics. Parce que dans les transports publics ou dans les cinémas, vous n'avez pas la possibilité d'identifier toutes les personnes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous l'avez dit tout à l'heure et comme on l'a évoqué,
évoqué, les organisations à l'intérieur de l'établissement sont pensées pour limiter les contacts. Donc on est dans des lieux finalement organisés dans lesquels le port du masque n'est pas une recommandation sanitaire. En revanche, si les élèves se sentent davantage en sécurité pour porter un masque, je crois qu'il faut tout naturellement l'accepter, de même pour les personnels. Pourtant, au niveau du transport scolaire, les enfants sont inscrits, donc on peut les contacter. Ils se fréquentent dans le bus. Donc là, il y a quand même un pistage, même si le terme n'est pas forcément approprié, qui est possible dans le transport scolaire. Donc comment on explique cette différence de règles ? Le transport scolaire, de même, les élèves sont inscrits à un transport scolaire, donc identifiable par rapport à la trajectoire qui a été la leur, qui les a amenés de leur domicile à l'école. Voilà, c'est vraiment, d'ailleurs, quand on lit l'arrêté, quand on prend bien la mesure du sens des préconisations sanitaires, c'est à ce titre-là qu'elle s'exprime. Dans les lieux où on n'est pas sûr des personnes qu'on a pu contacter, eh bien, le port du masque est nécessaire. Dans les lieux où la distanciation physique n'est pas possible et que les personnes ne peuvent pas être identifiées, le port du masque est une obligation. Éric Roser, pour finir, comment vous abordez les semaines à venir et comment vous envisagez le reste de l'année pour ces enseignements en temps de Covid ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on se donnera une priorité de tirer les leçons de l'enseignement à distance. Alors, il y a eu des situations qui méritent d'être analysées parce qu'elles ont donné de très bons résultats. Il y en a eu d'autres où on a vu la limite de l'exercice. C'est-à-dire que déjà, il y avait une fracture entre ceux qui n'avaient pas Internet et ceux qui avaient Internet. Je crois que c'est un premier sujet à mettre sur la table. Le deuxième sujet, c'est que même quand il y avait l'accès à Internet, eh bien, les outils qui ont été utilisés montraient que ni les élèves parfois et les enseignants non plus n'étaient pas exercés dans ces outils-là. Donc l'enjeu dans les semaines à venir, dans les jours à venir, c'est de former à l'utilisation des outils. D'une part parce que ça peut nous permettre de mieux encadrer le travail à la maison. D'autre part, ça peut nous permettre de répondre à des situations qui ne sont pas si rares que cela en Nouvelle-Calédonie, où on est obligé temporairement de fermer les écoles. Je pense aux événements climatiques, etc. Et donc, si nous avons cette habitude, cette capacité à instantanément mettre en place un enseignement à distance, eh bien, la qualité de la formation en Nouvelle-Calédonie sera au rendez-vous. Donc, voilà l'enjeu. Éric Roser, vice-recteur, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première.